Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos, je suis triste aujourd'hui. Je suis triste car j'ai regardé le monde et je l'ai trouvé laid. Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans un monde aussi moche? Par quel enchaînement funeste de causes et d'effets en sommes-nous venus à devoir supporter cette standardisation si déshumanisante de notre mode de vie? Une standardisation qui s'exprime avec une telle insistance dans tous les aspects de notre vie quotidienne, absolument tous. L'habitat est laid, l'urbanisme est laid, l'automobile est laide, la mode, la musique, oh la musique, par pitié la musique. L'art est laid, les médias, la consommation, les discours en tout genre, les divertissements, la publicité. Et cela est sans parler de la laideur morale qu'est notre soumission résignée à tous les mots d'ordre, pauvre en contenu de l'idéologie régnante qui fédère nos solitudes. Ah, nous le savons obscurément, quelque chose dans ce monde ne tourne pas rond. Comment en sommes-nous rendus à devenir nous-mêmes, si tristes et si creux, dotés d'une imagination si indigente au point qu'elle ne sait plus fonctionner qu'en utilisant les mots dévoyés qui la rendent impuissante? Ah, mesdames et messieurs, tout cela est fatigant, tout cela est assommant, et nous cherchons chaque jour que Dieu fait un point de sortie, un point de vue qui surplombe toute la situation pour en donner une vision d'ensemble et qui en dévoilerait les causes et les effets, qui en suggérerait même les remèdes. Tant l'accumulation de misère et de frustration, la raréfaction de cette beauté matérielle et de cette beauté morale jusqu'à sa quasi-disparition de notre horizon, provoque une profonde et une intense mélancolie. Mais au creux de ce désespoir, il doit bien être possible de trouver en nous le désir qu'il faut pour renaître, de renouer avec cette richesse des forces vives qui nous ont fui. Cette quête est peut-être le travail d'une vie, et pour renaître, c'est vrai qu'il faut aussi quelque part, dans un passé lointain, être né de quelque chose. Et nous vivions, jadis, dans un monde habité par les dieux. Ah, nous ne les touchions pas, bien sûr, puisque leur immatérialité existait sur un autre plan que notre existence à nous. Mais nous sentions leur présence. La nature était pleine de leur souffle, et les multiples dimensions de l'homme étaient le théâtre de leurs luttes, ainsi que de leurs amours. Nous étions des marionnettes habitées de magie. Nous étions la profondeur qui abritait des mystères, dont la puissante poésie nous revenait pleine d'échos et pleine d'écume. Mars et Vénus, personne ne les a jamais vus, ce sont des dieux, ce sont des idées, des entités, appelez-les comme vous voulez, ce sont des abstractions. Il est vrai que l'un est mâle et que l'autre est femelle, et que leur histoire d'amour tourmentée, passée par tous les registres du comique et du tragique, est fort connue et fut chantée de plus d'un poète des temps anciens. Il est vrai également que Vénus, déesse de l'amour, est du côté des forces de l'agrégation, du côté des forces de la cohésion, d'Éros, alors que Mars est son exact opposé, le dieu de la guerre, du côté des puissances de mort et de destruction. Mais l'amour, mesdames et messieurs, l'amour est connu pour ça. Les contraires s'attirent, les opposés s'aimantent. Mars et Vénus, l'amour et la guerre. Et il est vrai que pour nous autres mortels et pour le petit nombre de vraies et authentiques rencontres amoureuses que nous sommes autorisés à vivre dans le court intervalle de notre passage sur Terre, il est très rare que les choses se présentent de façon aussi tranchée. Nous évoluons souvent dans l'entre-deux, dans le « je sais pas », dans le « peut-être », même si ce peut-être est aussi une promesse d'être, et même si parfois il arrive aussi de façon extraordinaire que les promesses soient tenues. Et lorsqu'elles sont tenues entre un homme et une femme, lorsque ces deux-là se font face et qu'ils plongent comme par effraction à l'intérieur l'un de l'autre, lorsqu'ils sont envahis et débordés par la crue de leur fleuve, eh bien c'est sous le signe du masque et de la danse
qu'ils opèrent. Oui, certes, il faut qu'il y ait de la caricature pour que ça transfigure. Il faut du stéréotype pour que tombe la foudre, pour que règne la grâce et pour que se fasse entendre une autre musique. Ainsi, dans cette brutalité délicate, figée pour les siècles, se voit ce couple divin. Conçu sous le soleil renaissant de la Toscane par le jeune Sandro Botticelli, l'allégorie est venue habiter aujourd'hui un musée londonien. Une illumination de chair, jeunes et blanches, avec ce soupçon de rose qui donne l'air de la carnation. Le face-à-face des visages avec ces corps qui s'entremêlent subtilement. Le tableau est une composition rectangulaire, tout en longueur. La beauté féminine, vigilante et scrutatrice, qui mire en direction de cette vigueur mâle maintenant appesantie, sans dans une petite mort, où des faunes se sont emparés de sa lance. Le premier casqué par bille en tête, alors que le second, déjà parvenu plus loin, se retourne et jette un regard réflexif sur l'intention qu'il est. Mars est nu, livré tout entier au regard de sa comparse, sans armure pour le protéger, et ce n'est pas des armes de ses ennemis qu'il doit le plus se garantir dans l'état où il se trouve, mais bien plutôt de sa propre lance, devenue objet redoutable dans les mains de Vénus, et détourné en bout de course de sa fonction et de son tranchant acéré, pour s'épanouir en forme de conque marine dans les volutes d'un chant qui lui entre au sommeil profond et lui parle de renommée, de gloire, d'armées et de combats, mais tel sans doute qu'il ne les a jamais menés. Lui, Mars, le dieu endormi, qui réalise encore, au cœur obscur de sa latence, l'équilibre impondérable et subtil du jouet qui danse sous son doigt. Sa tête, baignée d'une lumière mystérieuse et sonore, se repose sur son corps et rêve aux autres guerres incessantes qu'il lui faudra mener plus tard. Lorsque vigilant et terrible, il se tiendra, lui, sur ses deux pieds, et qu'il devra viser juste et fort pour abattre l'obstacle. Elle, alors, sera peut-être au bain ou endormie et prise à son tour par l'empire du sommeil. Mars et Vénus, mesdames et messieurs, ce sont des pauses hiératiques et des tourbillons d'idées, ce sont des récits de l'Iliade et des pensées, ce sont des pulsions et des métamorphoses. Il y a dans ce tableau de Botticelli toute la grâce et toute la puissance du monde, toute l'agitation et le repos, et par-dessus tout, toute la beauté que notre regard est empêché de voir dans le monde. Ah oui, qu'est-ce que la beauté, me demanderez-vous, vous les philosophes? Eh bien, laissons de côté ces finasseries philosophiques qui ne sont là que pour s'ingérer dans l'immédiateté sensible de notre perception. Tout le monde sait ce qu'est la beauté, ainsi que son contraire, la laideur. Il n'est qu'à regarder par la fenêtre. Il m'importe peu d'être en mesure de définir, il m'importe davantage de pouvoir sentir, jouir, disait je ne sais plus très bien qui. Eh bien, figurez-vous que je suis entièrement d'accord avec lui. Et ce même personnage ajoutait un petit peu plus loin, dans un de ses écrits dont j'ai oublié le titre, il ajoutait, mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel. Alors, gardez-vous-en.